Monsieur Yvan Bourgnon. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de la web radio du LFIGP. Grand navigateur, vous avez, dès les années 80, gagné vos premiers trophées en tant que skipper. En 2015, vous avez monté The Sea Cleaner. Qu'est-ce qui a conduit le grand compétiteur que vous êtes à créer l'association The Sea Cleaner ? Et pouvez-vous nous présenter en quelques mots les objectifs poursuivis ? Tout à fait. En fait, j'ai eu cette chance de pouvoir être passionné par les océans, d'avoir des parents qui m'emmènent faire le tour du monde entre l'âge de 8 et 12 ans. Et donc d'être nourri complètement de ce bonheur que j'ai eu d'être en mer pendant près de 30 ans. Et c'est vrai que du coup, en 2014, quand je réalise ce tour du monde en petit catamaran de sport, pendant 1 an et demi, là je suis vraiment confronté à cette pollution. Je reviens sur les traces de ce tour du monde que j'avais fait petit et je me rends compte que 33 ans après, cette pollution elle est vraiment là, réelle. Je navigue des mois entiers dans les sacs plastiques entre l'Indonésie, notamment le Sri Lanka et les Maldives. Et là, je me dis, waouh, c'est moi, ma génération, c'est nous dans les 30 dernières années qui avons contaminé ces océans. Et donc c'est un peu du coup le coup de massue. Et en 2015-2016, quand je rentre de ce tour du monde, je décide de lancer l'association The Sea Cleaner pour vraiment réfléchir complètement sur la problématique des plastiques en mer, sur cette protection des océans. Et là, en fait, on décide très vite dans l'association de mener 4 missions distinctes. Évidemment, de sensibiliser et éduquer, parce qu'on a tous envie un jour que les plastiques n'arrivent jamais dans les océans. Et donc, ça passe par la sensibilisation. Donc, il y a des pays qui sont de plus en plus exemplaires là-dessus. Mais on voit que c'est encore insuffisant. Même la France rejette encore 50 000 tonnes de plastique par an dans les océans, ce qui est beaucoup trop. Ça, c'est la première mission de l'association, de faire vraiment de sensibilisation et d'aller vraiment dans toutes les écoles, dans toutes les strates de la société pour vraiment faire opérer à ce changement. Et puis la deuxième mission, c'est vraiment de faire des missions scientifiques parce qu'on connaît très peu encore cette pollution, notamment dès que c'est rejeté par les grands fleuves. On ne sait pas quel type de plastique, de quelle industrie ça vient, comment ça pollue, comment ça flotte, comment ça coule. Et donc on a besoin de comprendre mieux tout ça. Et donc en fait nos bateaux qui vont servir à la dépollution vont aussi servir aux missions scientifiques qui vont mieux embarquer sur le bateau. Donc il y aura 8 à 12 scientifiques qui vont vraiment en permanence décortiquer chaque morceau de plastique. Et donc, on va mieux comprendre et mieux prédire les pollutions futures grâce à ces scientifiques. Et puis, la troisième mission, c'est vraiment d'être dans l'économie circulaire, surtout avec les petits bateaux, les mobulas, avec lesquels on va aller faire des missions. On ne pourra pas traiter le déchet plastique à bord. Donc, ce déchet va se retrouver à terre. Et là, ce n'est pas concevable d'imaginer le laisser dans la nature. Donc, on va vraiment accompagner complètement ces projets-là pour qu'à la fois, on puisse collecter avec ces petits bateaux dans les rivières et en même temps avoir des containers de recyclage, donc de pyrolyse ou d'incinération, qui vont traiter le déchet plastique directement sur place et que ça puisse être viable. Et puis la quatrième et dernière mission de The Sea Cleaner, c'est vraiment la collecte des déchets en mer, et notamment plutôt dans les embouchures des grands fleuves et les fleuves. Et donc là, on a inventé littéralement 2 types de bateaux. Le Mobula 8, qui fait 9 mètres, qui est destiné aux eaux calmes, aux ports, aux fleuves. Et puis le Manta qui lui est beaucoup plus grand, qui fait 60 mètres de long et qui est dédié vraiment, qui peut aller facilement d'un grand port à un autre, qui peut traverser tous les grands estuaires et qui peut collecter à grande échelle les déchets. D'accord, merci beaucoup. Cette dernière décennie semble avoir été marquée par un investissement plus marqué des jeunes générations sur les questions écologiques, avec notamment la figure médiatique de Greta Thunberg, ou en France, les manifestations menées dans le cadre de la Marche du siècle. Quel regard portez-vous sur cette implication des plus jeunes ? Nous, on s'en réjouit, et c'est ce qui me donne de l'espoir, parce que quand je vois des grands patrons d'entreprise qui ont rien compris et qui n'ont pas encore vraiment opéré le changement, heureusement, on se nourrit de vous et de vous voir et de voir que vous avez déjà opéré au changement, que vous êtes déjà sensibilisé, que vous êtes déjà en train de recycler, que vous êtes déjà en train de faire attention à votre empreinte carbone. Et donc nous, ça nous porte forcément. On se dit, peut-être qu'aujourd'hui, ça bouge pas assez, mais dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous allez être au commandement des entreprises, des institutions publiques, vous allez vraiment imposer l'écologie et les économies d'énergie à tout le monde. Donc donc on sait que ce travail il est peut-être trop long et trop fastidieux, mais en tout cas c'est sûr que ça va forcément bouger. Mais c'est vrai qu'on voit notamment dans les élections présidentielles françaises que les sujets écologiques sont pas vraiment mis assez en avant et alors que ça devrait être la priorité absolue, quoi.
Et donc, quel message souhaiterez-vous faire passer à des collégiens et des lycéens qui, au contraire, ne se sentent pas concernés par cette question écologique ? Leur expliquer, en fait, aux collégiens qu'ils sont en train de détruire, on est tous en train de détruire cette belle planète qu'on a sous nos pieds, qu'on a tous, malgré tout, envie de partir en vacances et de voir des belles choses, de voir des beaux animaux, de voir des beaux dauphins, de voir de tout ça, et que tout ça, malheureusement, c'est ce qui nous nourrit, et qu'on est en train de le détruire, et à vitesse grand V, on a détruit 60% de la vie sauvage sur Terre dans les 40 dernières années. Heureusement, c'est pas des chiffres aussi fous pour les océans. On a justement cette chance de sauver encore les océans et de protéger les écosystèmes, même s'il y a des poissons des espèces de poissons qui sont en train de disparaître. Donc il est encore temps de réagir. En fait, il est vraiment encore temps, dans les 20 prochaines années, de faire inverser la tendance. Donc voilà, donc il faut vraiment bousculer un peu les habitudes, mais on voit bien, ça, le grand public prend conscience de plus en plus, les entreprises aussi. C'est vraiment plus le politique qui a encore du mal un peu à se dire qu'il faut mettre de l'argent pour faire opérer ce changement. Mais ça va arriver, moi j'ai confiance, voilà, petit à petit. Justement, si vous aviez la possibilité d'influer les décisions politiques, quelles sont selon vous les actions fortes à mettre en place pour freiner la dégradation environnementale et faire face à ce que certains nomment l'urgence climatique ? Je pense qu'il y a deux priorités quand on prend le commandement politique, c'est la justice sociale, voilà, parce qu'effectivement aujourd'hui, dans plein de pays, 10% de la population détient plus de 80% des biens. Donc on peut facilement redistribuer quand même les biens aux autres. Et donc du coup, à partir du moment où on redistribue les biens, on peut forcément aussi trouver de l'argent du coup disponible pour protéger la nature. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que voilà, il y a 80% de la population qui survit, entre guillemets, qui ont des salaires très bas. Donc forcément, on ne peut pas leur reprocher que l'écologie vient un peu en deuxième rideau dans leur façon de penser, parce qu'ils essaient déjà de donner à manger à leurs enfants et de les protéger. Voilà, alors que s'ils avaient un pouvoir d'achat un peu supérieur, il y avait une redistribution équitable un peu des salaires, effectivement, là, ils commençaient à gagner leur vie correctement, et là, ils se diraient, maintenant, je peux me permettre de protéger les océans, de m'occuper de la planète. Voilà, donc il faut que ces 10% des plus riches comprennent ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter le pavillon durabilité de l'exposition de Dubaï ou pas encore ? Alors non, malheureusement, mais moi je reviens ici au mois de mars pour la fin de l'expo, et donc on va pouvoir animer effectivement au pavillon en France une conférence, et donc on pourra parler de plus belle encore de cette cause. Les Émirats arabes unis se sont tournés vers une démarche environnementale. Quel regard portez-vous sur les engagements adoptés ? Honnêtement, quand je suis arrivé ici avec Élise, je ne pensais pas qu'il y avait autant de mesures qui étaient en train d'être prises pour le changement climatique ici. Donc je pensais qu'on faisait que construire. Hier, on a visité une mangrove au sud de Dubaï. On se réjouit de voir qu'il y a commencé à y avoir des moyens là-dessus. Ils sont totalement insuffisants, évidemment, mais en tout cas, on voit bien que les ministères de l'Environnement ici commencent à vouloir protéger quand même les écosystèmes. Encore une fois, ce qui est important, c'est de voir qu'ils ont envie de faire mieux. Ils ont envie de replanter des coraux, ils ont envie de replanter des mangroves, ils ont envie de remettre de la vie ici. Donc voilà, c'est ça l'essentiel en fait. Bon, on va pas s'acharner sur le passé. Maintenant, il faut que ça tende vers dans le bon sens dans le futur. Donc, on est là pour accompagner ça, pour avec Sea Cleaner leur dire, on va vous accompagner pour que la nature revienne, pour qu'on puisse éliminer ces plastiques et que le monde aille mieux. Parce qu'effectivement, les côtes des Émirats sont envahies de plastique, notamment avec les vents du nord qui arrivent de l'Iran. On voit tous ces plastiques qui arrivent de l'extérieur et malheureusement qui tuent beaucoup d'écosystèmes marins avant d'arriver sur les plages. Sur un registre plus sportif, depuis plusieurs années, nous avons un projet voile au LFIGP, ce qui est l'occasion pour beaucoup d'élèves de se passionner pour la navigation. Auriez-vous des conseils à donner à un élève qui souhaiterait devenir navigateur ? Moi, ce que je peux lui conseiller, c'est surtout de prendre le temps de découvrir la mer, en fait, et pas forcément tout de suite se lancer dans la compétition. Forcément, moi j'ai eu cette chance avec mes parents de vivre une aventure, de vivre un tour du monde, et donc de tomber amoureux d'abord de la mer avant de faire de la compétition. Donc voilà, donc la mer, faut y aller progressivement. Il y a des gens qui ont des appréhensions, et c'est légitime. Donc il y a des gens qui ont besoin d'y aller tout doucement, à leur rythme. Il ne faut pas brûler les étapes. En tout cas, ceux qui arrivent à insister, à être patients, parce qu'au début c'est un apprentissage un petit peu long, c'est un petit peu impressionnant la mer, souvent au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ils sont souvent contents d'avoir fait cet effort, parce qu'après, en fait, ils arrivent à être plus sereins et à profiter de l'océan. On le voit ici, on est parti en mer là, avant-hier. Le fait qu'il n'y ait plus de bruit, le fait qu'il n'y ait plus les téléphones, le fait qu'il n'y ait plus
technologie à outrance, tout de suite on se retrouve dans une situation connectée à la nature, encore une fois, et donc ça fait du bien, et les gens ont besoin de ça, je pense, en ce moment. En 2019, vous remportez avec votre fils Mathis le titre de champion d'Europe en Accra F20, puis en 2020 et 2021 de champion suisse, avant d'être vainqueur du bol d'or du Lac Léman catégorie C1. On l'a vu, vous nous avez aussi beaucoup parlé de votre expérience de tour du monde pendant 4 ans avec votre famille. Quelle a été pour vous l'importance de partager votre passion à vos enfants et quelle a été la transmission de vos parents ? C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, moi, je le dis toujours. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui n'étaient pas du tout marins, qui étaient boulangers au fin fond de la Suisse et qui décident de larguer les amarres et de prendre le risque de découvrir la mer et les océans sans aucune connaissance. Donc c'était des vrais aventuriers à part entière. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir reproduire ce schéma avec mes enfants, avec mon fils, notamment Mathis, et de renaviguer avec lui et de lui faire découvrir tout ça. Alors c'est à travers la compétition de haut niveau, des records et tout, mais de le voir s'épanouir dans ce sport, ça fait très plaisir et puis j'espère qu'il ira loin. Mais j'ai toujours essayé de pas trop les pousser forcément vers la compétition, mais vers l'épanouissement. Leur dire vous avez un élément fantastique, mais ça peut être la montagne, ça peut être la nature, ça peut être autre chose. Effectivement, j'ai beaucoup de chance de pouvoir continuer à vivre ça avec mes enfants. Finalement, et c'est la question que nous posons à chacun de nos invités, quels souvenirs gardez-vous de vos années lycéennes ? Oh là, c'est pas les meilleurs malheureusement. J'étais un enfant en fait très timide, enfant. Les gens qui me connaissent maintenant, ils ont du mal à imaginer ça. En fait, ce cadeau qu'ont fait mes parents était fantastique parce que c'était vraiment l'école de la vie. J'ai tout appris à naviguer au sextant, aux étoiles, à faire à manger, à pêcher, à chasser, à sculpter, à faire n'importe quoi. Donc ça a été pour moi les années les plus précieuses de mon enfance. Puis quand je suis rentré de ce tour du monde à l'âge de 12 ans, je suis rentré dans le monde d'adolescence, le collège, le lycée, et là j'ai eu plus de mal parce que je comprenais pas le monde dans lequel j'évoluais, je comprenais pas qu'on pouvait pas aller à l'école pieds nus, je comprenais pas pourquoi on apprenait des choses qui allaient me servir à rien dans la vie, même si je suis pas là pour critiquer l'école parce que je pense que c'est vraiment essentiel et le peu d'école que j'ai fait, je m'en réjouis parce qu'aujourd'hui quand je vais voir des grandes entreprises, je suis très content de savoir bien écrire, de savoir parler, de faire de la communication et tout ça. Et heureusement que j'ai fait ce minimum de bagages. J'ai même pas fait assez. Mais effectivement, cette timidité, et je me sentais vraiment en décalage avec le monde autour de moi. Et après, j'ai réussi à m'épanouir plus quand je me suis retrouvé justement de nouveau sur la mer à partir de l'âge de 20-21 ans. Là, je suis reparti sur les océans et là, j'ai réussi à trouver un équilibre et à être plus épanoui. Nous vous remercions, Monsieur Yvan Bourgnon, pour votre intervention auprès de la web radio du LFIGP. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci pour vos questions très pertinentes et bon courage pour votre cursus scolaire. Merci beaucoup.